Hello à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour parler IMO commercial sur Dubaï. Je suis avec Pierre. Hello Pierre, comment tu vas? Merci Quentin, un plaisir de te revoir et Ouais, content de discuter ce sujet qui a besoin de clarification, je pense. exactement. C'est vrai qu'on s'était rencontrés maintenant il y a quelques semaines et l'IMO commercial c'est un petit peu la poule aux œufs d'or en France. À Dubaï, pas grand monde en parle, pas grand monde maîtrise ce sujet-là. Donc c'est pour ça que je t'ai invité aujourd'hui. L'idée c'est que tu puisses nous donner les grandes lignes de l'IMO commercial à Dubaï, les rendements, les zones, etc. Avant ça, je te propose de te présenter, d'expliquer un peu d'où tu viens, ton parcours. Je sais que ça fait un moment que tu es sur Dubaï, comparé à moi. Voilà. Moi, ça fait 4-5 ans, toi, ça fait un peu presque 10 ans, si mes souvenirs sont bons. Donc, je te laisse te présenter, et puis après, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Donc, je m'appelle Pierre Basset, je viens du nord de la France. J'ai posé mes valises à Dubaï en juin 2015, une semaine avant le Ramadan. Donc, c'était vraiment un gros test. Je m'étais dit, bon, vas-y, je teste, on verra combien de temps ça dure. Et ouais, du coup, c'était différent quand tu viens de la France. Tu connais pas trop l'effet du Ramadan sur la vie économique et la vie sociale. Ici, c'était ouais, compliqué. Tu pouvais rien faire, même boire dans ta voiture, tu te cachais comme ça. Tu avais peur de te faire apprendre. Et au final, tout a un peu changé, comme Dubaï en général. À l'époque, il y avait beaucoup moins d'Européens comme aujourd'hui, que toi, tu as pu voir aussi arriver, mais que moi, j'ai vu partir et puis revenir. Donc, c'est intéressant sur ce point de vue-là. Et du coup, en fait, depuis 10 ans, je fais de l'immobilier d'entreprise à Dubaï, en ayant testé un peu tous les différents produits, voir ce que j'aimais en termes de marché, et de connaissances et de compétences, et voilà. Et je me spécialise là-dedans. Le marché en ce moment a beaucoup changé. Les produits sont très peu disponibles sur le marché, les bons produits. Et du coup, en ce moment, c'est plus aiguiller les clients à pas faire des mauvais achats ou d'avoir de mauvaises surprises, surtout avec la partie papier qui est très importante dans le commercial comparé au résidentiel. Donc c'est ouais, c'est plus un boulot vraiment de consultant. C'est pas vraiment de l'agent immobilier standard, je vous l'apporte et est-ce que vous voulez acheter oui ou non, tu vois. Tu as beaucoup de choses à faire en amont sur vérifier l'état du client, ce qu'il veut faire, son projet. C'est vraiment un projet long terme sur l'immobilier commercial. Ok. Avec le même principe qu'en France, c'est-à-dire avec des baux sur 3, 4, 3, 6, 9 ans en location, comment ça fonctionne? C'est Ouais. la même chose ici ou rien à voir? En fait, ici, pour l'instant, c'est assez simple. C'est-à-dire que c'est la même base que l'immobilier résidentiel. Donc le contrat minimum, c'est de 12 mois. Et en fait, les contrats sont complètement négociables comparé au résidentiel. C'est-à-dire que tu peux tout négocier. Tu peux faire un contrat aussi long que tu veux, avec les modalités de paiement qui peuvent changer tous les ans. Les seules réglementations, c'est d'avoir une licence qui soit spécifique au bien que tu loues. C'est-à-dire qu'en fait, la zone géographique détermine la licence qui est autorisée pour la location d'un bien, en fait. C'est ça, en fait, quand une entreprise vient à Dubaï, la première chose à faire, c'est forcément de savoir quelle est leur activité, donc l'activité principale, en sachant que tu peux avoir des activités adjacentes en dessous, mais il y a une activité principale. Donc par exemple, si on prend de l'immobilier pour nous, tu peux être partout à Dubaï, sauf dans les free zones. Donc les free zones, c'est ce qui correspond à des zones franches en France, qui à l'époque en fait étaient franches parce qu'elles t'autorisaient à faire du business sans investisseurs locaux. C'est-à-dire qu'en fait, tu étais on va dire, actionnaire 100% majoritaire de ton entreprise. Et sur ce qu'ils appellent le mainland, donc c'était tout hors les free zones, tu étais obligé d'avoir un partenaire local. C'est comme ça que ça marche dans la majorité des pays arabes. Le partenaire local, elle est de 100% des propriétés jusqu'à 51%. Donc en fait, tu n'étais jamais majoritaire. Ça a été aboli juste avant le Covid à Dubaï, pour la majorité des activités, sauf certaines qui sont toujours réglementées. Et en fait, du coup, ça te permet de, même en étant en mainland, avec ta real estate, de pouvoir être 100% propriétaire de ton activité. Et du coup, tu peux trouver des bureaux partout. Si on prend une entreprise, par exemple, qui fait de la finance, elle va plus avoir une licence à DIFC. Et du coup, en fait, ils sont bloqués sur la localisation. C'est-à-dire qu'en fait, comme c'est une très petite zone, avec très peu de bureaux, et ben les loyers ils sont super chers, frais de Ouais, demande, donc il y a ça. et t'es coincé en fait. Du coup, tu prends ce qu'il y a. Donc quelqu'un qui fait de la finance, par exemple, pourrait pas louer des locaux à Dubaï Silicon Oasis? Il pourrait, mais sur le principe de sa première licence Ouais, doit être à DFC. Et ok. après, il faut offrir ce qu'ils appellent les compagnies sœurs, ou comment ils appellent ça en anglais, les branch license, donc en gros une licence, on va dire, de la branche Ouais, d'arbre ils du prennent tronc, peut-être une quoi, tu petite vois. office sur DFC, Et après du des gros coup, bureaux ils sur. peuvent mettre ça à l'extérieur. Ok, Par contre, du coup, ça fait que les visas doivent être à DFC, t'as une taille qui est nécessaire, t'as pas mal d'aspects qui sont ok, importants à comprendre, quoi. ok, trop cool. Aujourd'hui, alors, le rendement, tout le monde en parle à Dubaï, rendement 10%, etc. On est un peu moins quand on fait les calculs hein, Mm. en profondeur sur le résidentiel. Moi, c'est ce que je fais, principalement du off-plan. On va être entre 6,5, 7,5 en fonction des endroits, en fonction des quartiers. Aujourd'hui,
Toi, ce que tu vois sur le commercial, ça va être en termes de rentabilité, est-ce qu'on est sur des choses similaires? Est-ce que c'est un peu plus? Est-ce que c'est un peu moins? Est-ce que ça varie de façon vraiment différente d'une zone à une autre? Ou c'est quoi un peu les insights à ce niveau-là? En fait, ce qui est important de savoir à Dubaï, c'est que la majorité des biens sont pas à vendre. Donc en fait, ils sont propriétés de groupes gouvernementaux ou de gros développeurs. Des bureaux, tu veux dire? Des bureaux, des commerces. Donc si on prend l'immobilier en général, Ouais. c'est un peu chasse gardée, on va dire, des grosses compagnies locales qui permettent pour eux de contrôler les loyers Ouais. et aussi d'avoir une stabilité dans les immeubles. C'est-à-dire que si l'immeuble est en monopropriété, il est bien mieux entretenu que s'il est en capacité partagée ou si tu as un mec qui ne paye pas les charges, l'immeuble il perd un peu en lambeaux parce que voilà, il y a des dettes et qu'il faut couper dans les dépenses, quoi. Ok. Donc tu te retrouves avec des immeubles où il y a des ascenseurs qui ne marchent pas parce que voilà, il n'y a plus de sous pour réparer l'ascenseur. Donc, donc les grosses entreprises, elles préfèrent aussi ces gros immeubles en monopropriété parce qu'ils savent que voilà, C'est qui aujourd'hui ces gros acteurs? bah, tu auras tous les gros développeurs, donc Emar, Nakhil, Meras. Ça, c'est pour la partie promotion immobilière. Sur la partie gouvernementale, toutes les entités qui délivrent des licences sont aussi propriétaires de leurs bureaux. Donc, par exemple, tu vas avoir DFC qui a énormément de tours à DFC. Tu vas avoir DMCC qui a beaucoup de locaux aussi à Jumeirah Lake Towers. Tu vas avoir Ticom, qui est un des plus gros groupes immobiliers de Dubaï, qui a quasiment tous les immeubles de toutes les zones de Ticom. Donc Internet City, Media City, Knowledge Park, tout ça, c'est leurs immeubles. Et donc en fait, le prix, il est le même, quel que soit l'immeuble, sauf s'il y en a qui sont plus anciens, mais de manière générale, c'est assez lissé. Le problème pour les gens qui sont dans des bureaux, qui sont des petits bureaux par des petits propriétaires, c'est que là, le loyer peut changer, parce qu'il est sujet, on va dire, à l'offre et la demande générale de Dubaï. C'est-à-dire que tu prends des baux d'un an et tous les ans, tu as ce qu'ils appellent comme l'immobilier résidentiel, l'index, qui permet d'augmenter le loyer. Et du coup, en fait, la rentabilité, elle est difficile à appréhender parce qu'elle dépend vraiment de chaque immeuble, donc en fonction de la qualité de l'immeuble, des charges, etc. De la législation. Donc par exemple, si tu as un immeuble privé à DFC avec de loyer beaucoup plus élevé, forcément, tu fais beaucoup plus d'argent. Mais ouais, et des immeubles beaucoup plus, on va dire, de prestige, plus de standing, donc des charges plus chères. Ouais. L'intérêt du mobilier commercial comparé au résidentiel, c'est que tu peux tout mettre sur le locataire. C'est-à-dire qu'en fait, s'il y a des charges en plus, tu peux faire un bail avec des charges en plus. Ok. C'est vraiment, en fait, tu choisis, ouais, et vu que c'est des contrats long terme, 3 à 5 ans de manière générale, tout est acté d'avance et les entreprises, quelles qu'elles soient, quand elles viennent à Dubaï, souvent elles sont déjà à Londres, elles sont déjà aux États-Unis. Donc en fait, ils ont l'habitude de payer le loyer plus les charges de clim, plus tout. En fait, du coup, le propriétaire, il paye, c'est pas qu'il paye rien, mais Et vu qu'il n'y a pas de taxes, en fait, il ne reste plus c'est grand-chose. revenu net, en fait, Ok. tout le loyer pour lui. Et tu veux dire, quand tu dis 3-5 ans, c'est en général la norme, mais t'es pas engagé sur 3 ans. Si les gens veulent arrêter au bout d'un an, ils peuvent, mais non, T'aimerais bien que ça soit comme ça, mais c'est pas comme ça. Ok. La plupart, donc, les grosses entreprises que je te disais, c'est eux, ils ont des baux qui sont pas cassables. C'est-à-dire qu'en fait, ici, on est encore sur un métier où, même quand tu signes 3 à 5 ans de baux, tu donnes tous les chèques d'avance. Donc, les chèques post-datés sont autorisés à Dubaï, illégaux en France, mais autorisés à Dubaï. Donc, en fait, souvent, les gens, ils doivent prendre un nouveau chéquier juste quand ils signent un bail commercial. Parce qu'en fait, ils envoient. Donc, tu as un chèque pour le loyer. À chaque fois qu'il y a un loyer, il y a de la TVA en plus. Donc, tu fais 2 chèques à chaque fois. Donc, si tu as 4 chèques par an, donc ça fait 8 chèques par an pour le loyer plus la TVA. Et après, si tu engages pour 5 ans, ça fait 40 chèques. Donc Donc, prévoyez vos chéquiers ouais, pour ceux qui veulent louer. c'est beaucoup de boulot. Ok. Et au final, donc, si le contrat est rompu, en fait, le locataire est style, on va toujours, on va dire, rendu des loyers. Sauf s'il y a un accord amiable, mais de manière générale, il n'y a pas de clause de rupture dans les gros contrats. Et c'est comme ça que c'est fait. Et voilà quoi, du coup. Et aujourd'hui, entre bureau, mall, resto, qu'est-ce qui Donc, tourne le plus ou ouais. qu'est-ce qui est le plus intéressant ou par rapport aux gens que ça En peut... fait, donc il faut bien séparer le résidentiel commercial. Commercial, c'est tout ce que tu peux pas vivre dedans, pour faire simple, à part hôtel et hôtel-appartement. Donc en fait, toute la partie hospitality, donc tu as les hotel rooms, donc c'est les produits financiers où tu peux acheter une chambre d'hôtel avec un Ouais, ouais, rendement, CLS là, par exemple. Rove, Ouais. etc. Ouais. Après, tu as hotel apartment, donc ça c'est soit ils sont dans le pool de l'hôtel, c'est-à-dire que tu touches un loyer ou pourcentage du bénéfice de l'hôtel tous les trimestres. Donc ça c'est pareil, c'est sujet à la loi commerciale. Après, donc tu as les bureaux classiques, les retail, donc les pieds d'immeubles commerciaux. Après, tu as le warehousing, donc c'est toute la partie entrepôt. Après, tu as quelque chose qui est un produit qui n'est pas connu en France, qui s'appelle on va dire les camps de travail en traduction littérale, donc labor camp. En fait, c'est ce qu'ils appellent aussi les staff accommodation. Donc en fonction de la qualité de l'immeuble, c'est plus ou moins cher. Mais c'est un espèce d'hôtel privé où toute ton entreprise vit là.
Donc ça peut être soit des chambres dortoirs, soit des studios, soit une chambre, deux chambres en fonction des qu'on trouve plus dans les zones industrielles. Là, c'est des biens qui sont pas en propriété freehold, c'est-à-dire que tu les as en leasehold. Donc tu les as pour un temps déterminé, de 30 à 99 ans majoritairement. Et en fait, ces biens-là, en rentabilité moyenne, on est entre 15 et 17%. Mais par contre, c'est des immeubles où tous les 10-15 ans, il faut le détruire et le refaire, quoi. C'est vraiment construit à la va-vite. Et c'est pas des immeubles de standing, c'est pas fait pour. Et du coup, c'est vrai, c'est que de la renta. Donc les très gros investisseurs, plutôt locaux, ils se focalisent sur ce marché-là, c'est le plus rentable. Et après, tu as des boîtes en fait qui gèrent ça. Donc il y en a certains qui arrivent même à avoir le freehold sur ces terrains-là, alors que toi, en tant qu'investisseur étranger, tu peux avoir que le leasehold. Donc il y a ça. Et après, du coup, on a toute la partie terrain. Donc il y a énormément de terrains commerciaux ou industriels, donc la partie commerciale. Et voilà, et après, tu peux aussi avoir des biens en pleine capacité. Donc tu as beaucoup d'immeubles à Dubaï qui n'ont pas été vendus à la découpe. Et quand tu achètes l'immeuble, tu achètes tout l'immeuble. En fait, tu as un titre de propriété pour tout l'immeuble. Ce que recherchent les investisseurs en ce moment, c'est un immeuble à découper. Donc en fait, un immeuble vide avec plein d'unités qui existent, mais qui ne sont pas dématérialisées, qui n'ont pas de contrat électrique. Tu dois tout faire, en fait, dématérialiser, créer un titre de propriété pour chaque. Et en fait, tu revends à la découpe. Donc ils achètent par exemple un building qui fait 50 étages, ils revendent étage par étage C'est ou ça. floor par, enfin, Ouais, c'est ça. bureau par bureau. Ouais. Soit tu découpes par étage, soit tu fais plusieurs bureaux par étage et tu revends au bureau. Donc ça, c'est... Ouais, bah déjà, tu as le ticket d'entrée. Après, tous ces biens-là, ils sont assujettis à TVA. Donc tu dois payer 5% de TVA Ok. en plus. En plus de DLD. En plus de DLD. Ok. Donc si tu as frais d'agence 2%, TVA 5% et DLD 4%, ça fait déjà 11% de plus. En sachant que la TVA, c'est un point important à savoir pour les acheteurs étrangers, c'est que tu payes la TVA que tu sois un acheteur privé ou un acheteur entreprise. C'est pas comme par exemple en Europe où la TVA est forcément payée ou collectée par une entreprise. Ici, même en tant que particulier, c'est le bien qui fait la norme. Et du coup, tous les biens commerciaux sont assujettis à la TVA, quel que soit l'acheteur. Ok. Et alors sur les zones, on a bien vu, Business Bay, c'est. Pour tous ceux qui sont déjà venus dans les tours à Business Bay, Ouais. t'es bloqué en bas de l'ascenseur. Comme nous ici, trouver un parking déjà, c'est Voilà, compliqué. Quoi. c'est assez fully Ouais. book. C'est quoi aujourd'hui? Alors, Business Bay, c'est une des zones principales de bureaux. Mhm. Est-ce qu'il y a d'autres zones aujourd'hui qui sont intéressantes, où il y a des choses, des coups à faire, où c'est un peu compliqué, où il n'y a pas grand-chose de dispo sur le marché, honnêtement? En fait, il n'y a pas vraiment de coûts, de biens off-market, Ouais, ou, tu vois, ça n'existe pas en fait ici. ils aiment bien ça, les gens. Ouais. Le coup de fusil. Et en fait, la plupart des gens qui vendent en ce moment, ils avaient des prêts avant. Du coup, en fait, c'est soit du stock de banque, c'est-à-dire que c'est les banques qui vendent parce que les mecs, ils peuvent pas payer les prêts. Ok. Donc ça, souvent, les banques, il faut avoir tes contacts dans les banques. Et en fait, tu as du stock qui n'est pas en ligne. Parce que quand il faut le mettre en ligne, il faut faire le tender. Ok, combien on a d'entreprises qui vont le mettre en ligne, etc. La plupart des acheteurs pour ces produits-là, c'est plus des acheteurs one-shot. Voilà, c'est le prix que je veux. Ils n'ont pas besoin de financement, ils achètent en cash et c'est très rapide. En fait, c'est plus voir comment la ville se développe. Bon, à Business Bay, on a la chance que Business Bay n'ait pas été fait comme ça devait l'être à l'époque. C'est-à-dire qu'en fait, Business Bay, ça va être que des tours de bureau. Majoritairement, ça va être 90% de tours de bureau à l'époque. Avec la crise de 2008-9, on est passé à quasiment 40% de bureaux et 60% de résidentiel, ce qui réduit un peu le trafic. Le résidentiel, il y a un peu du trafic tout le temps. Bureau, c'est trafic working hours, donc tu as beaucoup de monde le matin, beaucoup de monde le soir. Ouais, Et beaucoup fin de monde dans les d'après, ascenseurs. Ouais, et le soir, il y a pas de trafic. Ouais, Quoi. Business Bay, Les le week-end, commerces, ils marchent pas, il y a c'est un personne. Tu vois. kiff. Ouais, Ouais. tu te passes à Business Bay, Ouais. il n'y a pas un chat. Et donc après, ça c'est pas fait. Après, dans les endroits où les gens aiment bien investir, où c'est des achats long terme onéreux, mais qui rentabilisent très bien, tu as d'entendre, parce que tout est construit par Emar, qualité, C'est c'est tranquille. top. Emar Square, Ouais. à Emar Square, par exemple. Emar Square, Boulevard Plaza, un peu de Burj Khalifa, tu as les Al Saha, tu as pas mal de tours là-bas. Après, il faut regarder, pour moi, l'intérêt, c'est de la réglementation des licences. Donc DFC, top achat, parce que tu as une limite géographique et tu as très peu de terrain disponible. Donc forcément, la limite, elle est faite Et et tout vu ce le qui est nombre construit, d'entreprises c'est qui que du s'installent. résidentiel, c'est ça. Ouais. Du coup, en fait, les gens, ils veulent proche du bureau, du coup, ils veulent aussi ouvrir leur licence eux-mêmes, comme pour voir dans l'immobilier, comme toi et moi. En fait, tu travailles pour quelqu'un, au bout d'un moment, tu ouvres tout seul et tu as besoin d'un bureau, quoi. Donc, c'est comme ça que ça marche si tu veux être proche de la maison. Et après, du coup, GLT aussi, top achat, parce que pareil, les GLT, c'est DMCC license. Juste derrière Marina, pour ceux qui Ouais, savent pas. c'est ça, ouais, au sud à l'époque, c'était le sud de Dubaï, maintenant, c'est quasiment le centre de la ville. Ouais, en fonction de Et, l'expansion, ouais, ouais. effectivement. Du coup, moi, mon. GLT sympathique, ouais, Ouais, c'est pas mal ce truc, j'aime bien. GLT, c'est bien parce que c'est mix, donc il y a à peu près 40 tours résidentiels et 40 tours commerciales.
Donc c'est 50-50. Donc tu as du monde un peu tout le temps, c'est actif, les commerces, ils sont pas ouverts que pendant les heures de travail. Donc ça c'est bien. Et après pour moi, l'endroit où ça va boomer un peu dans le futur, au niveau commercial, on ne sait pas trop s'ils vont vendre, mais c'est plus la partie Dubai South. Donc en fait, Dubai South, c'est un très grand terrain. Comme tu sais, il y a le nouvel aéroport qui sera construit. Il y a déjà un aéroport, mais qui est actif cargo, mais pas très actif voyageur. Il l'était à l'époque, et depuis le Covid, ils n'ont pas trop rouvert. Et en fait, du coup, tu as une free zone qui a été construite suite à l'Expo 2020, qui était Expo City. Donc en fait, là, c'est pareil, ils vendent que le résidentiel, ils vendent pas le commercial. Mais c'est une free zone. Après, tu as Dubai South qui construit, mais que du résidentiel. De l'autre côté, il y a Emar South qui est censé faire sur le master plan d'origine une ville commerciale qui pour l'instant n'est pas sortie de terre. Et avec la proximité de l'aéroport, il y aura forcément des produits à vendre là-bas. Le seul truc, c'est que c'est toujours pareil, c'est que la plupart des investisseurs commerciaux, quand ils viennent me voir, ils veulent de la renta nette, on va dire garantie, c'est-à-dire qu'avec les chiffres qu'on a, parce que le commercial, on a des chiffres depuis 15 ans à peu près, et on voit les fluctuations du marché, etc. Donc tu sais un peu ce que tu vas gagner, parce que les entreprises, elles sont obligées de prendre des bureaux. Il n'y a pas de ce système de je prends pas de bureau et je travaille à la maison, quoi. Ça n'existe pas ici. Donc voilà, il y a une demande là-bas, il y a le port qui est pas loin, il y a l'aéroport, il y a le train maintenant. Donc ces moyens de logistique font que tu auras des entreprises de logistique, tu auras du service, tous les business liés à l'aéroport qui sont pour l'instant à Dera, Bourg-Dubaï bougeront là-bas plus tard. Donc tu auras de la demande. On ne sait pas s'ils ouvriront tous les étrangers ou que GCC, et on ne sait pas ce qu'ils vendront, mais il y aura des capacités d'achat là-bas dans Ok. le futur. Et donc aujourd'hui, donc on parlait du off-plan tout à l'heure un peu en off. Aujourd'hui, c'est plus intéressant selon toi de se positionner sur quelque chose qui existe déjà par rapport au prix ou par rapport à ce qu'on évoquait. C'est quoi un peu le starting price, entre guillemets, le prix d'entrée pour se positionner sur des bureaux à Dubaï? Est-ce qu'il y a un ordre d'idée? Parce que sur l'off-plan, on sait très bien qu'en dessous de 160, 170 000 euros, on ne va pas faire grand-chose. Bureau, honnêtement, j'ai aucune idée de combien ça coûte. En gros, En fonction des zones, etc. Est-ce qu'il y a ouais, un prix de départ, plus ou moins, où on si sait... tu regardes le prix, on va dire, l'équivalent d'un studio dans les bureaux, c'est-à-dire les plus petits bureaux, de manière générale, les développeurs, les plus petites tailles qu'ils font, c'est 35-40 mètres carrés. Il y en a très peu, mais c'est les plus petites tailles que tu peux trouver à l'achat. Ça, tu peux en avoir, par exemple, à Arjan, dans des immeubles, on va dire, 5-6 étages, qualité moyenne, mais bon, il faut un bureau pour ouvrir un business, donc au final, ça marche. Là, tu peux trouver des biens en euros à 150 000 euros, donc 600 000 dirhams. Et tu vas louer ça pour 70-80 000 dirhams par an. Donc avec les charges, donc ouais, t'es à 7-8% de renta. Mais après, c'est tout. C'est en fait, si c'est pour toi, c'est bien. C'est pour un locataire, il y aura toujours quelqu'un qui va le louer. C'est ça qui est bien en ce moment. Mais tu vois, c'est typiquement les biens où il y a 7-8 ans, les gens ils pleuraient parce qu'ils n'avaient pas de locataire. Parce que les quêtés étaient pas ouf, le building était trop loin de tout. Maintenant, c'est très central, tu vois. La ville, elle a bougé. Donc ça, c'est un peu le prix d'entrée. Après, Mais c'est pas la valeur refuge, en mode ça se louera toujours, il y aura... Parce qu'on... Si. Si tu trouveras toujours un locataire, après Ok. c'est comme partout, c'est une question de prix. Si ça se loue pas, c'est que c'est trop cher. Ouais. C'est aussi simple que ça, tu vois. tu, Mais tu baisses, si t'as pas le prix, t'as pas le prix, tu tu vois. baisses un peu, ouais. C'est le locataire qui fait le prix. Après, sur ces biens-là, il y a très peu on va dire, d'appréciation possible. C'est-à-dire qu'ils sont déjà bien remontés. C'est des biens qui d'origine étaient vendus 300 000, 400 000 dirhams, qui ont pendant longtemps resté à ce prix-là. Parce que même en louant à 40-50 000 dirhams par an, tu faisais déjà 5% de renta brut. Après, si tu mets les charges sur le locataire, donc tu es à 5% net. Maintenant, ça a augmenté. Les loyers augmentent avec le marché, ce qu'on voit dans le commercial. Donc les rentas restent stables. T'as pas le marché qui décolle, location et la vente qui se fait pas en fait. Comme la plupart des locataires deviennent acheteurs, les deux marchés montent en même temps. Et voilà. Et après, pour rebondir sur la question du off-plan, en fait, il y a très très peu de projets commerciaux à Dubaï. Tu vois ouais, ça commence, mais ça va s'éteindre. En fait, il y a pas très peu de terrain. C'est-à-dire que la plupart des projets vont pas être à vendre. Tu auras Emar qui va construire, tout le monde va construire, mais ils vendront pas. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tu as des pieds d'immeubles régulièrement à vendre. Ouais. Tous les petits commerces, Ça, il y a pas mal de gens etc. qui m'envoient des Ouais. messages justement par rapport à ça en off-plan. Alors, pas mal de promoteurs les gardent. Mhm. Parce qu'ils veulent pas que si tu vends à la découpe, après tu plus trop la main en dessous et du coup tu te retrouves avec 5 barbershops. Si on caricature, ou tu vas suivre 5 supermarchés ou 5 pressings. Donc c'est vrai qu'ils préfèrent en général garder la main ou vendre peut-être qu'une partie ou 2-3 lots. Mais est-ce que ça, tu penses que c'est des choses qui potentiellement sont intéressantes? En fait, ça va dépendre de l'endroit. Par exemple, si tu vas être GVC en ce moment, bon, ils ont deux malls aux extrémités. Il y en a un qui est ouvert, un qui devrait ouvrir. On ne sait pas trop quand.
Mais de manière générale, en fait, tu as des tours en moyenne, on va dire, avec les petits immeubles, tu as des tours qui font 15-20 étages de moyenne à JVC. Et en fait, si tu regardes le nombre d'appartements, tu vas peut-être avoir 150-200 appartements par tour. Si tu mets 2 personnes par tour, ça fait grosso modo 400 personnes par tour, fois je sais pas combien de tours. T'as pas assez de supermarchés, t'as pas assez de pressing. Il y en a pas assez en fait. Parce que tu as des tours où il n'y a même pas de commerce. Après, forcément, ce que les gens comprennent pas à Dubaï et que nous on vit tous les jours, c'est que tu as tellement de, de nationalités différentes que le supermarché chez nous où on va, l'Indien ou le Philippin ou l'Indonésien, ils vont pas au même supermarché que nous. Donc il en fait un peu pour tout le monde. Et il n'y a pas assez de commerce. Donc ça, c'est vraiment la denrée rare pour moi. Si tu veux faire de l'argent en long terme, rentabilité, JVC, tu peux y aller les yeux fermés, t'achètes des commerces. Si tu arrives à en avoir, c'est super dur. Les prix, c'est l'Amérique, c'est 3-4 000 dirhams le square foot. Mais il y a tellement. Les locataires, en fait, ils sont prêts à payer parce qu'ils savent que le business, il tourne là-bas, tu vois. Mais c'est front à rue, ton marché il est au-dessus de ta tour, si t'es intelligent, tu fais des livraisons dans la tour, ça cartonne, tu vois. Donc c'est mieux que les locaux, par exemple à GLT ou à Business Bay, qui sont au front de canal, où il y a des mecs en bateau qui passent ou des promeneurs qui passent, et en fait, ça marche pas, tu vois. Ouais. Alors que oui, si t'as un peu. Quand je vois, moi, par exemple, en bas de chez moi, j'ai Super Ed Pressing. Ouais, mec, Ouais, ça c'est tourne, ouais. c'est une usine. Donc ils sont à droite, ils sont à gauche. Alors, donc je tu sais vois pas la renta qu'il y en ait 10 dans la rue, peu importe, parce qu'en fait, le marché, c'est le marché que tu vois pas, c'est tous les gens qui habitent dans les appartes qui font appel à ces services-là. Donc ça c'est top. Mais ça, en termes de surface, en général, on est sur des prix pareils. Il n'y a pas des. Enfin, sur ce que j'avais vu sur les derniers projets off-plan, c'était en plusieurs millions de dirhams. Ouais. J'avais pas vu des choses en dessous. Bah, en fait, le gros truc du off-plan commercial, donc, c'est que en fait, tout ce qui se vend, c'est souvent vendu à des gros poissons qui sont du côté de l'investisseur du building. Donc, soit en fait, ils ont un investisseur qui met du cash pour développer l'entreprise. Et du coup, en fait, cet investisseur-là, il dit, moi, je veux me faire payer en retail. Sauf qu'en fait, il injecte, je sais pas, 20-30 millions. Et sa garantie, c'est que les retail, c'est pour lui. Donc, ça aide en fait au financement de la tour. Et c'est pour ça que ces produits-là, tu les vois jamais arriver. Oui. Ouais, ou alors Voilà. ça arrive, mais au compte-goutte. C'est ça, ou alors ça arrive à des prix de ouf où tu dis, mec, c'est pas possible en fait. Tu regardes Bingati, ils vendent ça à des prix. Il y a toujours un gars qui achètera. Il y a toujours un mec qui se dit commercial, c'est sûr, on va faire plein d'argent. Après, ce qu'il faut savoir dans le commercial comparé au résidentiel, c'est que c'est livré brut de béton. Donc en fait, il n'y a rien, juste l'arrivée des fluides. Donc tu as tout à faire. Donc en fait, la rentabilité, elle a calculé sur le long terme. Ton premier locataire, c'est celui qui fera le fit-out. Donc en fait, tu lui donnes une réduction de loyer, tu lui donnes des mois gratuits. Donc en fait, le rendement sur le premier locataire, il est pas ouf. Mais en fait, sur le long terme, vu que tu lui fais un bail de 5 ans, tu augmentes ton loyer au fur et à mesure pour essayer de récupérer le marché. Et comme on disait tout à l'heure, tu as un index qui te permet de récupérer si tu es trop loin du marché. Donc ça, c'est des top achats. Après, les achats bureaux, c'est bien aussi pour les investisseurs qui, comme toi ou moi, tu as besoin d'un bureau. Tu sais que pendant 2-3 ans, tu sais à peu près où tu t'es engagé pendant 2-3 ans, tu as besoin d'un bureau. Dans 3 ans, c'est nickel. Mais pareil, en fait, c'est des développeurs qui n'ont jamais fait de bureau, qui font, par exemple, si on repart sur l'exemple de Bingati, ils ont 5 ou 6 tours, je crois, qui ont été vendus cette année à JVC. Et en fait, ils vont te faire les 4-5 premiers étages des bureaux et après du résidentiel. Le problème de ces modèles-là, c'est qu'en fait, souvent, ils n'ont pas assez d'ascenseurs pour les bureaux. Et du coup, en fait, c'est des bureaux qui sont vite saturés, comme on voit en ce moment. En fait, ils apprennent pas des leçons. Et après, pareil, tu mets ça à JVC qui n'a pas de parking public. Tu as une entreprise où tu as, je sais pas, 1000 square foot, donc tu as peut-être 10-15 personnes qui travaillent dans le bureau. Ouais. Tu as une place de parking. Mais qu'à JVC, bon, Faut arriver tôt au bureau. il y a le métro qui arrive Ouais, en mais- 2029, tu Ouais, vois. Mais il y a un peu de temps. Ouais. comme tout le monde sait, c'est pas parce que tu as un métro que ça t'aide à venir au bureau. Le métro il est blindé. Pour être garé, pour aller au métro, il faut aussi se garer. Donc tu vois, c'est des problèmes logistiques à comprendre. Et pour le coup, là où Imtiaz ont été, sur leur dernier projet, ils ont été bons parce qu'ils ont fait 2 entrées séparées. Je sais pas si Ouais. tu avais checké sur le projet. Ouais, mais ils ont tous ça, les petits lobbies. Mais Ouais, le problème, c'est comment tu. Ils ont 2 entrées séparées. Donc Ouais. un pour la partie résidentielle et une pour la partie bureau. Et après, il y a du ground floor. Enfin, en Ouais. termes de parking, je crois qu'ils ont prévu plus ou moins ce qu'il fallait. Mais ouais, c'est compliqué d'estimer. Je sais pas, tu es dans un bureau, si tu estimes une place de parking par bureau alors qu'in fine, il y en a 4 ou 5 personnes qui vont travailler, Ouais. là, c'est la merde, ça marche plus. Ouais. Et ça, c'est toujours comme ça. Si tu regardes les développeurs les plus généreux, par exemple, le Généreux. le plus généreux, tu regardes par exemple à Downtown, un des meilleurs projets en termes de parking, c'est Emar Square. Emar Square, ça date de 2006. Ok. Ah, Emar Square, tu veux dire le parking à 20 dirhams de l'heure là? Ouais, mais ça, c'est le parking public. En fait, les bureaux, quand ils ont été vendus, ils leur ont donné 400 par 400 square foot, une place de parking. Donc, si tu mets ça en mètres carrés, c'est 35 mètres carrés, une place de parking. C'est le ratio le plus généreux de tout Dubaï. C'est le meilleur ratio qu'ils ont fait. Et ça, même avec ça, t'as des bureaux qui font 4000 square foot,
Donc tu as 10 parkings dedans. Il y a, pas- il y Et a 10 20 personnes, parkings, 30 personnes qui 4000 travaillent. square foot, tu mets 400 employés. Oh, peut-être. Tu vois, Ça fait quoi 4000 si square tu foot? fais Ça un fait... sales center ou autre, tu Ah vois, oui, ça tu fait as, du 400 monde mètres en carrés. fait. T'en mets au moins 100. Donc au T'en mets au moins final, 100, ouais. si tu mets 100 bonhommes, il y en a pas 60 qui viennent à pied, tu vois. Ouais, ni en Donc au vélo. final, où est-ce qu'ils se gardent dans les tourailleurs? Les tourailleurs, quand elles deviennent occupées, pareil, on vire les parkings visiteurs, on met des parkings privés. Donc en fait, tu as un gros problème à Dubaï qui est le problème de Ouais, la logistique véhicule. ouais, ils en ont conscience avec le métro, Ouais, avec la loupe qu'ils vont faire, ouais, c'est etc. ça. Ils en ont conscience, mais ouais, ça prend du temps de faire un Mais les métro. gens, ils prennent pas le métro. Moi, je prends le métro quand je mets ma voiture au garage ou autre, ou quand il y a trop de bouchons et que tu te dis, bon, c'est plus rapide en métro. Mais tu Ah, le prends métro, ça c'est la légende. Parce que moi, il y a Ouais. des gens qui me disent, justement, ils me font toujours rire. Ouais, alors du coup, est-ce qu'il y aura le métro? Je dis, mais vous savez combien de temps que vous êtes à Dubaï? Mm. 3 ans. Vous avez pris combien de fois le métro? Ouais. Bah, une fois. Ouais, c'est ça. Parce que c'est pas une ville à métro, ça restera une ville pour moi américaine, Ouais. hein, où les gens prennent la bagnole. Et certes, ça va être un plus, mais ça sera jamais Paris, Londres, New York, où tu prends ce métro-là, parce que Mm. la ville est pas faite, je pense, que pour fonctionner ça. Donc, oui, le métro c'est cool, mais ça va pas faire x2 sur le loyer, quoi. Les gens, ils ont un peu. Bah, Autant à ouais. Paris, c'est un vrai game changer en termes d'argument. Bah, après, ce que Autant les ici, gens voient pas, c'est que, en fait, si tu dis métro, c'est où que tu ailles dans le monde, le métro, il est enterré. C'est assez simple. Ici, le métro, ouais, si ça sort à New York, non? Des fois, ouais, il mais sort, pas et tout le ouais. temps. Tu vois, mais Majoritairement, où la c'est. ville a été construite avec. Bien sûr. Ici, ils ont construit la ville, après, ils ont mis le métro. Et après, tu as un problème De sismique avec le on sable va aussi. dire, de géographie qui Ouais. fait que ton métro, il peut pas s'intercouper partout et que tu peux pas l'enterrer, parce que forcément, c'est plus compliqué, parce que tu as des fondations d'immeubles partout, donc tu peux pas. Puis t'as du sable, Et, c'est plus. J'avais vu qu'en termes d'architecture, c'est plus compliqué de faire un métro dans du ouais, sable. t'as de l'eau, t'as pas mal de problèmes, mais c'est que, en fait, la ligne, elle est basée sur Sheikh Road, c'est aussi simple que ça, la ligne rouge. La ligne verte, elle part un peu plus loin dans les terres, mais de manière générale, t'as pas de croisement comme t'aurais dans les autres villes où tout le monde Ouais. peut prendre des lignes, faire Nord, des sud, entrecoupements et tu peux aller un peu partout en métro. exactement. Ici, t'as des points de densité importants. Tout le monde a vu ces vidéos de Business Bay. Quand tu montes le métro le matin à 8h30, c'est des fourmis en fait quand tu regardes ça. T'as du monde partout. Ouais, c'est la Les jungle. mecs, ils croisent les routes. Tu vois, c'est la folie en fait. Exactement. T'as pas assez de place sur les intersections de routes. Parce qu'en fait, tous ces gens-là, il y en a trop qui arrivent. Tu peux pas les parquer en fait. Du coup, ces problématiques-là de OK, prenez le métro ou allez habiter à JVC, ce qu'il y a le métro. À Dubaï, si tu gagnes bien ta vie, tu as une voiture, tu as bien conduire, bon, tu payes du salic et tout, ça te coûte de l'argent, Et tu ça vois. reste très Mais honnête en termes de. c'est un plaisir de liberté, tu pas envie d'être dans le métro. Tu prends la Gold Class à Dubaï, qui est, on va dire, la première classe du métro, où tu es censé avoir un siège, machin, c'est super. Tu es comme une sardine, mais tu vois, c'est la même chose. Ah, je sais Sauf même pas que combien ça coûte ça. je crois que j'avais payé la dernière fois, si tu veux faire Downtown, DMCC, ça doit être une dizaine de stations, Ouais. c'est genre 20 dirhams, tu vois. Et si tu veux faire Ah oui. ça en taxi rush hour, ça te coûtait genre 100 dirhams. Minimum. Et c'est plus rapide parce que t'es pas dans les bouchons, tu Ah vois. ouais, bien sûr. Donc sur ce point de vue-là, c'est Non, pratique. non, et je pense que ça va être, in fine, ça va être cool parce qu'ils ont quand même ce plan avec la loupe, ils ont ce métro, ils ont les voitures, les taxis, ils ont peut-être les flying taxis. Donc ça va se désengorger, mais Ouais. ça prend du temps, quoi, toutes ces choses-là. Ok. Ouais, ou comme les gens le disent en ce moment, après dans notre pays c'est un peu différent parce qu'on bouge beaucoup, mais la plupart des gens ils aiment bien travailler à la maison aussi. Donc, Ouais. c'est D'ailleurs, le ça c'est une vraie télétravail, question. tous ces trucs-là, tu vois. Est-ce que on va dire cette tendance au remote, à travailler de chez soi, j'avais vu justement, il y avait le gouvernement qui avait mis en place des jours où les gens pouvaient travailler de chez eux pour limiter le trafic, etc. Je sais plus quand c'était, mais fin 2024, si mes souvenirs sont bons. Est-ce que ça a un impact sur la vente de bureaux, sur la location de bureaux, ou non, parce qu'il y en a juste pas assez, quoi. En fait, ce qu'il faut comprendre à Dubaï, c'est que les visas dépendent des mètres carrés de l'entreprise. C'est une chose qui n'est pas très bien expliquée. Mais en fait, pour pouvoir allouer des visas sur ton entreprise, c'est en fonction de la taille de ton bureau. Donc en fait, tu peux pas dire, OK, je prends un bureau dans une boîte aux lettres, comme tu ferais en Europe, et j'ai genre 3000 employés. Genre ici, ça marche pas. Et tout le monde à la maison et on se la regarde. Genre, ça marche pas. Ouais. Tu vois. C'est pour ça que de temps en temps, tu vois des mecs, des locaux qui viennent un peu faire des inspections d'entreprise. C'est comme ça qu'ils vérifient qui fait quoi et qui est qui et où est qui, tu vois. Et en fait, du coup, de manière générale, c'est entre 9 et 10 mètres carrés de bureau équivalent à un visa. Donc si tu fais simple, tu prends 100 mètres carrés, tu as 10 visas. En fonction des zones, c'est un peu différent, mais c'est à peu près ça partout. Du coup, forcément, l'entreprise qui a plein d'employés, même s'ils travaillent à la maison, même s'ils sont en voyage à droite à gauche, si leur visa est basé à Dubaï, il faut qu'ils prennent des bureaux. Et c'est comme ça que le marché commercial marche. Et c'est pour ça que tu as des grosses entreprises. Tu vas dans leur bureau, tu as l'impression qu'il n'y a personne. Tu dis, mec, réduis la voilure, tu vois, tu n'as pas besoin de temps. et en fait, non, c'est pas comme ça que ça marche. Okay. C'est différent. Donc, c'est des choses vraiment à comprendre, c'est que la taille de ton bureau fait la taille de ton effectif. Okay. Et il y a beaucoup de gens qui se trompent à Dubaï, qui prennent un petit bureau
Et en fait, c'est une start-up. Au bout de 3 mois, ils ont besoin d'embaucher 50 gars. Et en fait, clause de rupture, tu payes des pénalités. Parce que en fait, t'as pas réfléchi à ton bureau ou t'as pas parlé à un mec qui s'y connaît, t'as parlé au gars qui avait la clé du bureau, tu l'as loué et t'as oublié de dire au fait, voilà, je suis en train de lever des fonds, là dans 2-3 mois, ça boom et j'aurais besoin d'autre chose. Donc l'erreur, c'était de prendre un petit bureau, le d'un grand, ou de prendre tu peux prendre des bureaux un peu précaires dans les business centers, tous ces trucs-là, en attendant de voir ce qui se passe. Donc ça, c'est pour ça que c'est important de parler avec quelqu'un qui connaît les règles et qui connaît comment ça se passe, parce que tu as cette rupture tu as beaucoup d'agents qui sont dans le résidentiel, ils disent ouais c'est saturé, on est je sais pas combien, 30 000 à marcher là-dessus, il y en a 100 000, 200 000, 300 000, tu entends des chiffres n'importe quoi de gens qui font de l'immobilier, tu vois. Et en fait, si tu regardes le commercial, ça reste un peu le truc de côté que les gens ils approchent plus ou moins bien. Et tu as beaucoup de gens qui pensent que c'est tout le monde gagne des milliards en faisant rien et que Non, c'est c'est des beaucoup deals plus tout le temps. technique, c'est beaucoup plus poussé. C'est technique, c'est beaucoup plus pro sur l'approche, que tu as des gens qui sont plus intelligents, voire plus de connaissances que toi-même quand tu parles avec eux, tu vois, ils sont de la bouteille, ils sont là depuis longtemps. Et au final, tu as beaucoup d'agents qui essayent de passer du résidentiel au commercial en se disant bah, c'est bon, vas-y au résidentiel, j'ai Vendre des vendu bureaux au lieu de 5 vendre apparts des. dans ma vie, je deviens pro, tu vois. Ouais, ouais. Alors que pro, si tu connais pas tes licences et tout, au bout d'un appel, en fait, le mec qui est au téléphone avec toi, il sait que t'es une bille, il va pas aller avec toi, tu vois, il va dire ok, les gars, bon, les commissions, elles sont plus importantes. Ah, c'est quoi Euh, juste par curiosité? Normalement, dans le résidentiel, tu prends 5% de l'année, ok. Ouais, la location. Ah, Ouais, mais pour ça, la c'est en France. location. En France, c'est un Ouais, scandale aussi. ouais. Il y en a qui m'a dit ça, parce que Ouais, en France pour 30 points. le commercial, c'était 30% C'est fou, ça. pour la première année, et les bureaux, c'était 15% propriétaire, 15% locataire. Ici, à Dubaï, en fait, ça va dépendre de plusieurs facteurs. Bon, déjà, l'agressivité du client sur la négociation, parce que forcément, si tout le monde réduit son prix, tu réduis aussi ta commission. Ok. De manière générale, la commission commerciale, c'est entre 1 mois et 10%. Donc un mois, c'est 8,3%, Ah, c'est jusqu'à bien moins qu'en 10%. France. Donc ça, c'est ce que tu prends. Ok. Tu arrives souvent à prendre des deux côtés, donc du propriétaire et du locataire. Ça, c'est, on va dire, la situation standard. Situation exceptionnelle, mais qui arrive, c'est qu'en fait, quand tu fais un edge d'un bail commercial, vu que tu loues pour 5 ans, c'est que tu as, on va dire, 2 millions par an, tu fais un contrat de 10 millions. Et en Tu fait, prends du sur coup, tout, tu vas tu prends prendre la com sur 10% tout de 10 direct. millions. Ouais. Ah oui. Donc tu as aussi des contrats où tu peux arriver à faire ça. Forcément, ça court pas la rue, faut pas dire tout le monde fait ça, tu vois. Tout le monde au commercial. Ah, demain, ils sont tous au commercial. Et au final, voilà, mais tu as, t'as des clients qui voient la valeur ajoutée de toi. Et en fait, la différence comparée au résidentiel, c'est que le résidentiel, la plupart du temps, sauf si c'est une entreprise qui paye derrière, c'est une personne qui paye. Ici, les gens, dès qu'ils peuvent économiser, ils se gênent pas, ils veulent économiser. Exactement. Là, c'est des Ouais, boîtes. Il y a des ceci, tu donnes fonds. la moitié, tu donnes pas la moitié à notre entreprise, tu vois, ils essaient de cheater tout le temps comme ça. Donc là, tu parles avec des entreprises où, dans le budget, il y a un budget real estate parce qu'ils passent avec quelqu'un, parce qu'ils veulent quelqu'un qui travaille pour eux, ils te respectent, il y a des mails, il y a tout. Dès le début, ok, c'est accord. Il n'y a pas à la fin, ah non, en fait, vas-y, pas de commission, ciao. Tu vois. Tout est réglé d'avance. Quand il y a une offre qui est faite, tout le monde sait ce qui se passe. Et t'es pas là, est-ce qu'il va me payer, pas me payer. Tu sais que c'est carré. C'est des deals où tu fais beaucoup d'efforts parce que tu sais qu'en fait, tu travailles avec des gens qui, voilà, ils sont carrés et c'est comme ça que ça marche. Donc ça, c'est un avantage de travailler dans le commercial. Trop cool. Si tu peux, en 1 minute, tu peux regarder cette Ouais. caméra et expliquer, je sais pas si quelqu'un veut te contacter, un peu le processus, comment ça fonctionne. Et puis derrière, on mettra tes contacts dans la description YouTube. Ok. Et cette personne-là, ce serait plutôt quoi son profil? Investisseur qui souhaite, qui a peut-être déjà fait du résidentiel en France. Enfin, moi, je contacte, j'ai pas mal de gens qui ont fait beaucoup d'immeubles en France, qui souhaitent un peu se diversifier, Ok. qui ont fait de la promotion immobilière, qui ont fait un peu de commercial, qui ont fait aussi un peu de résidentiel pour eux ou de l'achat-revente, et qui souhaitent investir à Dubaï, qui ont mis une pièce dans le off-plan et qui disent bon, why not, j'aimerais aussi mettre une pièce dans le commercial, comment ça se passe, ou le triptyque du process, c'est plus ou moins comment. Ok. Bon, la première question, c'est en fait la plupart des gens qui achètent en France achètent via des SCI. Et en fait, quand la SCI est créée en France, ils se disent ok, maintenant je vais acheter à Dubaï. Quand tu achètes à Dubaï, tu peux en acheter avec une entreprise qui est que seulement basée à Dubaï. C'est-à-dire qu'en fait, ta SCI ne peut pas acheter ici. Elle n'est pas reconnue. Ah non, faut acheter Donc tu vas avoir une via une autre entreprise entreprise. locale. Ouais. Donc il faut créer une entreprise locale. La première vraie importante question, c'est de savoir si les gens vont acheter en nom propre ou en nom d'entreprise. Donc d'abord, il faut créer l'entreprise avant de pouvoir acheter, si jamais c'est ton cas. Ensuite, ce qu'il faut voir, c'est où est l'argent. Commercial, c'est très peu de off-plan, beaucoup de secondaire. Donc il faut avoir tous les sous basés à Dubaï. Parce que quand tu achètes en marché secondaire,
Sauf si tu passes par un cabinet d'avocat qui peut Un garder escroc les fonds, account. mais c'est compliqué parce qu'il y a plein de régulations. Puis ils te prennent 3 points au Et, passage. ouais, tu as des charges en plus et tout. Ouais. Et tu fais pas confiance parce que tu connais pas en fait. Donc tu aimes bien que ce soit juste le propriétaire qui paye. Donc il faut avoir les sous à Dubaï. Ensuite, le système notarié est le même pour le résidentiel ou le commercial. La seule chose, c'est qu'il y a la TVA à payer en plus. Et après, il faut bien regarder toute la paperasse, surtout au niveau de la liquidité du locataire. Est-ce qu'il n'y a pas de procédure en cours sur le locataire? Est-ce que les charges de l'immeuble sont payées, qu'il n'y a pas de procédure en cours sur le bien? Et après, voir, idéalement, acheter un bien qui n'est pas en mortgage de banque. Ok. Parce qu'en fait, des fois, tu as des problèmes de valorisation du bien qui peuvent faire que ça délaie la vente, etc. Donc, le mieux, c'est d'avoir des acheteurs qui n'achètent pas avec la banque. La plupart des acheteurs commerciaux à Dubaï achètent en fonds propres et renégocient un prêt après avoir acheté. C'est-à-dire que tu peux récupérer entre 50 et 60% de la valeur de ton achat pour aller acheter d'autres choses après. Mais acheter d'avance dans le commercial, c'est assez compliqué parce qu'il y a vraiment une très grande différence entre ce que tu vas acheter en prix et ce que la banque pense que ça vaut vraiment. Pour des questions de rentabilité, pour des questions de sécurité et de risque par rapport à ces achats-là. Donc en fait, la première chose, donc pour résumer, qui fait l'achat, donc nom propre ou particulier, où sont les sous, et ensuite forcément le budget et la période d'achat. Donc sous combien de temps? C'est des achats qui sont plus réfléchis que des achats résidentiels. Bien sûr. Donc c'est pas du vas-y, je kiffe sa part, je le prends, tu vois. C'est vraiment ok, il faut trouver un bon locataire. Et après aussi évaluer la renta d'avant. Ouais, avoir un peu cette ouverture d'esprit qu'à Dubaï, il y a 200 nationalités, donc forcément, il y a 200 types d'entreprises qui peuvent être propriétaires, indiens, chinois, etc. Ouais. Donc savoir que tu vas pas forcément avoir un locataire européen, ça court pas la rue, tu as peut-être 50-10% des entreprises qui sont européennes ici. Donc il faut avoir l'ouverture d'esprit et savoir qu'en fait, vu que tous les loyers sont payés par chèque, tu as des chèques, donc c'est un peu ta garantie que tu vas être payé. Donc tu récupères tout ça. Et après, bien faire confiance à l'agent. Dès que tu as un problème et que tu sens que l'agent il est un peu frigide, tu changes, tu vois. Et parce qu'en fait, quand tu récupères un bien qui est déjà loué, tous les chèques qui ont été faits d'avance doivent être changés à ton nom, à toi. J'imagine bien, il faut être sûr que ça a bien été fait. Sinon, l'autre, il encaisse encore et toi, tu payes. En fait, quand tu fais le trustee, tu as l'échange comme d'hab, en fait. Je te donne les sous, tu me donnes ton bien. Ouais. Mais tu as aussi toute la partie liée au locataire. C'est-à-dire que tous les ans, le locataire il doit renouveler sa licence. Donc tous les ans, tu dois dire, mec, elle est où ta licence? Savoir ce qu'il fait dedans. Par exemple, si tu achètes un retail, tu as des clauses de si le retail est fermé pendant trop longtemps, tu peux le virer. Parce qu'il nuit à l'immeuble. Tu as pas mal de choses à voir. Donc en fait, c'est vraiment, s'il n'y avait qu'une chose à dire, c'est n'achetez jamais en direct. Parce que tu sais pas ce que dit le mec de l'autre côté, le vendeur, tu sais pas si c'est la vérité. Trop compliqué. Passer par un agent qui a fait ses preuves, qui est là depuis longtemps. N'hésitez pas à le bombarder de questions. Plusieurs fois la même question. Tous les gens que je connais depuis très longtemps, pour savoir si je connaissais ce que je fais, ils me posent la même question, mais de 10 façons différentes. Pour voir si la réponse est toujours la même. Parce que la plupart des gens, tu reposes 2-3 fois la même question, au bout d'un moment, ça change. Donc c'est vraiment l'agent est un élément clé d'un bon achat commercial. Ok, parfait. Merci pour ton temps, merci d'être venu, c'était un plaisir. Je vous mettrai du coup le lien, les contacts de Pierre si vous souhaitez le contacter. Merci pour votre temps et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.